nous avons constaté qu'à chaque loi de finances, il y a cette volonté de créer des taxes. Nous avons attiré l'attention des honorables députés sur cette situation parce que lorsque nous avons recensé de 2017, qui est la première loi de finances, jusqu'au projet de loi que nous avons aujourd'hui, nous avons recensé pour cette période-là environ 16 nouvelles taxes. Et si on tient compte des 16 nouvelles taxes, on ajoute les différentes redevances que vous avez observées. La dernière fois, nous avons suivi une augmentation de la redevance de péage. On a suivi encore une redevance sur les GSM. C'est vrai que cette redevance a été avortée grâce au gouvernement lui-même qui a pris la mesure. Mais il y a cette politique de création de taxes. Dans le projet actuel, nous avons 2 nouvelles taxes qui sont venues, c'est-à-dire la taxe sur le développement du sport et la taxe sur les séjours. La taxe sur les séjours, c'est une suppression de la taxe sur les nuitées. Donc nous avons attiré l'attention des députés sur cette volonté de toujours créer des taxes. Pourquoi ? Il est connu dans toutes les études sur la fiscalité que lorsque vous en créez beaucoup, vous tuez l'impôt. Et ça a été déjà dit dans les règles de base que nous connaissons que trop d'impôts tue l'impôt. Il serait mieux pour l'État de trouver une autre possibilité de trouver les recettes que de créer des impôts. Parce qu'il y a des impôts qui sont vraiment à faible rendement, qui n'apportent absolument pas un intérêt dans les recettes de l'État. Nous avons lu dans leur rapport qu'ils ont présenté aux députés pour conforter la loi de finances, par exemple, en ce qui concerne la taxe sur les séjours, que le gain attendu pour cette taxe, c'est 300 millions. S'il faut chercher 300 millions et faire dépenser beaucoup plus d'argent pour avoir comme résultat 300 millions, il vaut mieux réfléchir autrement. Parce que pour aller prendre 300 millions, vous voyez déjà l'ambiance que cette taxe-là a donnée. Certains en rient, certains en sont sérieux. Lorsqu'on dit par exemple que les horaires de séjour sont taxés de 500 francs par personne, etc. Vous savez bien ce que tout le monde en dit aujourd'hui. Donc s'il faut fixer des taxes qui sont à faible rendement et faire toute une bataille autour, nous trouvons que ce n'était pas une bonne politique. Et nous avons souhaité que l'État organise mieux la chose en procédant à une politique réelle de l'élargissement de l'assiette. C'est-à-dire, si les quelques peu d'impôts que nous avons, tout le monde y contribue, on aura les mêmes recettes que de créer des taxes à chaque fois. Nous avons des taxes qui inquiètent. Vous avez par exemple une redevance qu'on a appelée la redevance de viabilisation et d'aménagement urbain, qui est dans la loi portant amendement du code foncier. On dit que si tu ne payes pas cette taxe, on va te priver d'électricité et d'eau. C'est dans la loi. Donc, c'est des questions qui nous préoccupent et nous avons estimé qu'il faille donc en parler avec l'Assemblée nationale pour que dans les discussions qu'ils auront avec l'État, ils puissent l'améliorer. Vous prenez la taxe sur le développement du sport. Je vous ai déjà dit la grande masse de taxes que nous avons. On crée une taxe sur le développement des sports. Et le rapport que le gouvernement a envoyé à l'Assemblée nationale pour dire qu'on va créer cette taxe dit que le sport, c'est tout le monde qui va y contribuer pour son développement, ce qui est normal. Mais l'application de cette taxe que nous avons appelée taxe de développement du sport est seulement indiquée pour les entreprises que le gouvernement appelle les grandes entreprises. Ils sont à peine 2%. Ils ont déjà des difficultés pour vivre aujourd'hui. Pour la plupart, ils sont en plein renvoi des travailleurs, etc. On leur demande qu'on va prendre sur leur chiffre d'affaires 1 pour 1000 pour payer cette taxe-là. 2% qui vont payer pour tout le monde. Il n'y a pas de justice fiscale. Nous avons estimé qu'au lieu que cette taxe-là se fasse seulement, si on veut vraiment l'appliquer, que ça soit quand même au moins tous ceux qui sont au réel, c'est-à-dire ceux qui payent l'impôt
Et ça va permettre à ce que ça ne pèse pas sur les gens. Dans cette taxe, on a dispensé les entreprises qui ont une équipe de football et qui investissent, qui ont des équipes de sport et qui investissent à la hauteur du chiffre qui est prévu dans la taxe comme dispensé du paiement de cette taxe. Mais ils ont oublié de dire qu'il y a des entreprises ici qui, au lieu de créer leur football et d'avoir tout le mécanisme pour pouvoir suivre, financent directement les fédérations qui existent. Il y a une entreprise que je connais qui met beaucoup d'argent dans la fédération du cyclisme parce qu'ils ont estimé que ce sport est en train de mourir. Mais lorsque vous ne dispensez pas ces entreprises-là de la taxe de développement de sport, leur réaction, ça ne va pas rater l'année prochaine. Ils vont refuser de financer les fédérations et vont se rabattre sur la taxe et les fédérations vont commencer à souffrir. Nous avons proposé qu'on dispense aussi les entreprises qui financent les fédérations à la hauteur de la taxe prévue de cette taxe-là. Donc voilà, sur le premier point, la création des taxes, tout ce que nous avons dit. La deuxième chose sur laquelle nous avons insisté et qui est aussi pour nous quelque chose de très très important, c'est cette affaire de création de nouvelles mesures en matière de contrôle. Nous avons déjà dit l'année dernière et dans les plaidoyers que nous avons eus avec le ministère des Finances qu'il faut qu'ils permettent aux entreprises de vivre, d'être à l'aise pour faire leur travail, que de prévoir des mécanismes qui transforment l'entreprise en un ring où il faut avoir l'inspecteur à tout moment, d'organiser un peu plus les questions de contrôle pour qu'on puisse savoir qui fait quoi, comment et pourquoi. Nous sommes dans cette logique-là. Cette année, ils nous créent des mesures nouvelles en matière de contrôle. Et ce qui est extraordinaire, ils créent ce qu'ils appellent le droit d'enquête. Le droit d'enquête, c'est quoi? C'est un droit de contrôle supplémentaire qui donne prérogative à l'inspecteur assermenté de procéder à la recherche de manquements liés à la facturation de la TVA seule. Alors que les mécanismes de contrôle que nous avons déjà, si vous prenez le contrôle ponctuel, ça n'exclut pas la TVA. L'inspecteur qui vient, il peut contrôler la TVA. Vous avez le contrôle général de comptabilité, ça n'exclut pas la TVA. Il peut contrôler la TVA. Vous avez tous les mécanismes de contrôle qui existent aujourd'hui contrôlent la TVA. La conséquence sur le terrain, c'est quoi? Le type, il va vivre le droit d'enquête, contrôle TVA. Quelques mois après, un autre inspecteur va venir pour le contrôle de vérification de comptabilité. Il revient encore sur la TVA et ça va faire comme si il est harcelé. Donc nous avons estimé que cette mesure n'a qu'à rentrer dans la mesure normale de contrôle que d'en faire encore de la TVA ou à défaut. Si nous voulons mettre en place le droit d'enquête par rapport à la TVA, nous l'excluons des autres contrôles qui existent déjà et ça permet à l'entrepreneur de savoir que lorsque c'est un droit d'enquête sur la TVA, on n'aura plus à revenir là-dessus dans les autres contrôles. Et dans cette démarche, ce qui est qui a été quand même quelque chose de très difficile à accepter par les membres du groupe lorsqu'on travaillait, ils ont dit que l'inspecteur a la possibilité, l'enquêteur a la possibilité d'avoir accès aux locaux des entreprises de 7h à 20h. Alors que les heures légales, vous le savez très bien, c'est de 8h à 12h30, de 15h à 18h30. Comment imaginer qu'un agent public vienne dans une entreprise hors les heures ouvrables? C'est quelque chose que nous avons trouvé de bizarre et nous avons souhaité de corriger ça. Normalement, on ne doit pas en parler trop, mais vraiment, il faut corriger ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je suis dans mon entreprise, l'heure de fermeture est arrivée, 18h30, je ferme. Mais je suis à l'intérieur. Lui, il décide de venir à 19h. Il voit que c'est fermé. Il ira nous chercher un policier qui va défoncer la porte parce que lui, il a la loi, il a la possibilité de rentrer à 20h. On va vivre quelle situation? Ou bien même, l'inspecteur serait déjà au service 7h avant que toi, tu ne viennes à 8h30. Nous trouvons que c'est quand même un problème qu'il faille donc corriger. Ils ont mis désormais que le délai d'envoi de l'avis de vérification ne serait plus 8 jours, ce serait 48 heures. Le délai d'envoi de vérification a une mission
pour le contribuable. C'est de se préparer pour voir les pièces, les documents qu'il a à préparer pour l'arrivée de l'inspecteur. On lui donne 48 heures. Alors que la même loi fiscale permet d'avoir des contrôles inopinés comme la flagrance fiscale, par exemple, où tu n'as même pas le droit de... Ils descendent et puis ils le font. Ils le font tellement, je dirais, encore plus difficile aujourd'hui que c'est avec des militaires, des policiers qui viennent dans les entreprises. Ils prennent les portables des gens comme si nous sommes vraiment en enquête. Ça, c'est la flagrance. Et eux-mêmes, ils ont déjà compris qu'au niveau de la flagrance, il y a un problème et ils ont commencé à l'améliorer. Maintenant, on ajoute 48 heures, nous avons estimé que cette mesure-là doit être levée. La dernière chose que nous avons dit, c'est au niveau de la caution bancaire. La caution bancaire, c'était une mesure qui permettait d'aller en contentieux. C'est-à-dire, lorsque on vient te redresser et qu'on te donne un montant, que tu trouves que c'est de l'abus, tu as le droit d'aller te plaindre. Et la loi dit que lorsque tu veux te plaindre, tu déposes une caution au niveau bancaire pour pouvoir assurer l'administration fiscale du fait que si on finissait le contentieux, que l'argent soit disponible. C'est le principe. L'année dernière, alors qu'on n'a même pas discuté, ça n'apparaissait pas dans le projet de loi de finances, la loi a été votée et nous avons constaté que cette caution a été supprimée, il faut payer 25% cash. Lorsque l'inspecteur vient chez vous et il dit que vous devez être redressé d'1 milliard, parce que c'est les chiffres que nous avons aujourd'hui, 1 milliard, et qu'il faut verser 25% de 1 milliard cash, je ne sais pas si vous imaginez la suite. Et lorsque ça se passe ainsi, c'est ce que nous avons dénoncé, cette mesure est une mesure de ce que nous appelons négociation occulte. Parce que celui qui vient dire ça, dit 1 milliard, il est capable de te dire, ben, si tu fais quelque chose, je quitte 1 milliard pour te donner 100 millions. Mais tu fais quelque chose. Et c'est pratique, c'est pratique. Nous estimons que si l'État veut prendre de l'argent, il ne faut pas que d'autres derrière prennent l'argent à la place. Et nous avons discuté pour qu'on arrête ça et qu'on revienne au système actuel. Le projet de loi n'en a pas parlé, nous avons attiré l'attention là-dessus. Maintenant, il y a eu des avancées, au moins 1 ou 2, que nous avons dit avancées à améliorer. C'était le dernier point, on a dit timide avancée. C'est-à-dire avancer, d'accord, mais il faut l'améliorer. Premier, nous on appelle ça régularisation des 150 000 francs de TPS. L'année dernière, on a discuté, on leur a dit que ce n'est pas faisable. On ne peut pas demander aux petites entreprises d'avoir comme un minimum d'impôt à payer 400 000. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas possible. On a discuté à l'Assemblée. On a fait les plaidoyers, on leur a dit que ça n'est pas pratique. L'entreprise, il a caillé combien pour que le minimum, lorsqu'il commence, il va déjà payer 400 000. Donc les entreprises qui sont petites ne pouvaient pas vivre cela. On a dit ça. Malgré ça, ils l'ont mis dans la loi de finances de cette année et c'est applicable. Certainement qu'ils ont vu que c'est complètement inopérant et ils ont souhaité revenir à ce qu'on avait dit qui était de 150 000. Donc ce n'est pas une avancée pour nous, c'est une régularisation. Une régularisation d'une situation. Celui qui constitue une avancée pour nous et que nous avons dit, c'est la modification des frais de délivrance du foncier. Vous savez qu'au niveau de la population en général, même des entreprises, lorsque vous achetez un terrain et que vous voulez l'affirmer, l'affirmation c'est une procédure qui permet à la convention d'avoir une force authentique au niveau de la mairie. Cette affirmation, les mairies prennent les pourcentages qu'ils veulent. C'est-à-dire que tu vas à Porte-Nouveau, ils regardent la tête du client et ils te donnent ce qu'il te faut. Ainsi, certains prennent 4%, certains prennent 6%, certains prennent... Et au niveau des entreprises, c'est encore plus difficile, surtout les entreprises qui sont dans les GSM et qui achètent des sites pour pouvoir mettre les... Mais comme c'est tel en société, on sait que bon, c'est GSM, l'affirmation là, ça devient encore grave quoi, dans les communes. Le législateur a décidé
de le ramener à 1% du prix d'acquisition pour tout le monde. Donc désormais, pour affirmer votre convention, que vous soyez en entreprise, que vous soyez privé, n'importe où, la mairie ne peut pas faire de spéculation. C'est 1% de votre convention de vente. Si vous achetez ça à 100 000 ou si c'est à 1 million, je crois que vous payerez 10 000, je crois. Donc c'est plus clair. Mais en mettant cela, ils n'ont pas mis des précisions pour que les mairies ne trouvent pas de porte de sortie. Nous avons fait des propositions précises pour dire ici, écrivez telle chose, là-bas, écrivez telle chose. Et à la fin, dites que les mairies n'ont pas la possibilité de créer d'autres taxes en matière foncière de manière claire. Dès qu'ils vont mettre ça, la réforme va prendre corps et on va penser que ce serait intéressant. En gros, c'est ce que nous avons dit et nous avons été très heureux de constater que les députés ont apprécié la qualité du travail qui a été fait et nous encouragent à pouvoir continuer.